Municipal 2026, cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Elle rêvait de relancer le kiosque à chichi. Elle sera une de ces personnalités fortes de ce lien que je veux renouer entre la mairie et les Toulonnais. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Alors je vous donne rendez-vous dans nos rues, sur nos marchés, pour convaincre que l'avenir de Strasbourg s'écrit à gauche. S'il faut que cette longue marche du peuple français vers la liberté, l'égalité et la fraternité reparte d'un endroit, alors elle partira de Roubaix. Paris valait bien une messe. Aujourd'hui, Paris vaut bien mieux que le PS. Moi, j'appelle tous les Parisiens, je vous appelle tous. Je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous faire confiance. Faites-moi confiance. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cet épisode sur la rive occidentale du Rhin, dans l'emblématique ville de Strasbourg, où la campagne a été émaillée de plusieurs incidents. La dernière en date, l'agression au couteau de Jamila Haddoum, candidate sur la liste menée par l'insoumis Florian Caubrin. Ce dernier plaide pour une fin de campagne apaisée, alors que sa colistière annonce déposer plainte. Ici, l'ex-ministre socialiste Catherine Trautmann fait la course en tête dans les sondages, suivie par la maire sortante, l'écologiste Jeanne Barzéguian et le candidat Les Républicains Jean-Philippe Vetter. Ce sont ces derniers qui vont nous occuper pour aujourd'hui dans la 8e ville de France, capitale européenne, patrimoine mondial de l'UNESCO, autant de titres que Strasbourg n'a pas volé pour avoir donné un fief au protestantisme et un hymne national à la France. Et oui, mesdames et messieurs, c'est à Strasbourg qu'est née la Marseillaise. Cap sur l'accessibilité. Alors aujourd'hui, je suis avec Améris Amblard, qui est colistière sur la liste Strasbourg juste et vivante, conduite par Jeanne Barzéguian, la maire sortante. Bonjour. Bonjour. Quel est aujourd'hui, selon vous, l'état d'accessibilité de Strasbourg aux personnes en situation de handicap ? Alors, il y a un effort important qui a été fait pendant ce mandat sur l'accessibilité, notamment pour pouvoir donner la priorité aux piétons dans tous les espaces. C'est par exemple la construction systématique des nouvelles pistes cyclables en dehors des trottoirs, plutôt sur la route, de manière à ce que l'ensemble du trottoir puisse être occupé par les piétons, par tous les piétons, parce qu'un trottoir large, accessible, c'est essentiel, qu'on soit en poussette, en fauteuil roulant, qu'on ait des problèmes de vision, qu'on ait du mal à identifier et à avancer dans l'espace public. Donc ça, c'était vraiment un point important. Également sur les nouvelles constructions, rénovations, mettre toujours l'accessibilité comme étant un point central. Je vous prends un exemple qui est celui des arrêts de bus, qui systématiquement, quand il y en a eu des nouveaux, ont été rehaussés de manière à permettre l'accès au bus de manière facilitée aux usagers de fauteuils roulants, sans avoir à attendre, à faire descendre une rampe et à compliquer l'accès au transport en commun. Est-ce que vous avez aussi, pour les propositions, d'autres projets de ce type, des améliorations à prévoir ? Est-ce que vous avez pu avoir les retours des personnes Oui, bien sûr. concernées ? Alors la mesure phare sur l'accessibilité, c'est vraiment le fait de pouvoir construire les politiques publiques et l'aménagement de l'espace public avec les personnes concernées. Donc c'est la création d'un conseil de l'accessibilité qui réunit les usagers qui sont concernés par des enjeux d'accessibilité de l'espace public, donc notamment les personnes à mobilité réduite, mais ça s'applique à tout type de handicap. Ça peut aussi être des aidants familiaux ou professionnels qui sont confrontés à ces situations et qui peuvent les expliquer parce qu'elles les vivent au quotidien. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer systématiquement la question de l'accessibilité dans l'espace public et avec les personnes concernées, identifier les défauts prioritaires dans les nouveaux aménagements et aussi pouvoir faire, par exemple, des visites de chantier. Donc, ça veut dire même sur des aménagements très temporaires de la voirie, s'assurer qu'il y ait une accessibilité qui soit renforcée, que ce soit parce qu'il y ait des chemins déviés, parce qu'il y a des trottoirs qui sont plus utilisables, parce qu'une ligne de bus est déviée. On sait que c'est un sujet pour tout le monde pendant les travaux, d'avoir un quotidien qui reste vivable, qui reste facilement accessible. Et c'est un sujet en premier lieu pour les personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir construire ça avec elles. Alors, par rapport au tram de Strasbourg, c'est le tram A, je crois. Il faut appuyer sur le bouton pour que ça s'ouvre. Par exemple, il pourrait envisager la mise en place d'une télécommande
pour l'ouvrir à distance, cette porte? Oui, alors au niveau de la CTS, effectivement, c'est au niveau, métropolitain, mais il y a des choses qui sont envisageables, sur l'accessibilité, que ce soit effectivement, comme c'est fait dans plusieurs bus, des boutons qui soient plus facilement accessibles, qui soient peut-être moins hauts, puissent être plus facilement utilisés par, tout type de personnes, qui soient systématiquement, également, mais il me semble que c'est déjà le cas dans les nouveaux trams, en braille, pour que les boutons soient facilement identifiables et accessibles. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont à explorer, mais qui seront, je pense, à explorer au cours du mandat, et avec les personnes concernées, pour avoir une ville qui est facilement navigable avec la mise en place de systèmes de guidage audio sur téléphone par QR code. On sait que c'est des technologies qui se développent et qu'il faut pouvoir exploiter, notamment sur les réseaux de transport en commun. Dans la politique accessibilité que vous avez envisagée, est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des obstacles qui peuvent se manifester? Oui, alors on a des problèmes d'accessibilité comme dans toutes les villes avec un centre-ville historique ou par exemple le fait d'avoir des pavés au centre-ville, alors qu'on sait que c'est un souci d'accessibilité, que ce soit pour les poussettes ou pour les fauteuils roulants, pour les déambulateurs, enfin pour vraiment tout un panel d'usagers. Et là-dessus, c'est effectivement les architectes des Bâtiments de France qui font des recommandations contre lesquelles on ne peut pas aller. On sait qu'il y a des bâtiments anciens au centre-ville qui sont trop étroits, dans lesquels il est impossible, par exemple, de mettre un ascenseur, et donc on ne peut pas rendre 100% des logements accessibles. Pour autant, le but, c'est bien que sur les nouveaux aménagements, on réduise au maximum les freins, on puisse avoir partout des itinéraires qui sont facilement navigables, et que sur les nouvelles constructions ou réhabilitations de logements, on puisse systématiquement avoir le plus de logements accessibles possible. Quand est-ce que commenceront à être visibles après votre élection les propositions que vous avez, les projets que vous avez pour l'accessibilité de Strasbourg? Alors sur notamment la mise en place du Conseil de l'accessibilité, il faudra que ce soit dès les premiers chantiers, qu'on puisse commencer à mettre en œuvre, comme on le fait actuellement avec la charte ville et handicap, ces consultations avec les personnes concernées. Et ensuite, je pense que c'est des choses qui sont déjà en partie visibles aujourd'hui dans l'aménagement de l'espace public, que ce soit donc sur les trottoirs larges, sur le fait de systématiquement avoir dans les espaces de détente, de repos, des bancs qui soient facilement accessibles, des toilettes publiques accessibles. C'est quelque chose qui doit marquer le quotidien et tous les espaces de la ville. Pourquoi faut-il voter pour votre liste Strasbourg Juste et Vivante? Je pense qu'on est la seule liste à avoir vraiment une approche globale de la question de l'accessibilité et à avoir conscience que l'accessibilité, c'est à la fois quelque chose qui doit se construire avec les personnes en situation de handicap, mais que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde peut profiter d'un espace public qui est plus agréable, qui est plus accessible. Je donnais l'exemple avant des bancs, des toilettes, des trottoirs larges. C'est quelque chose qui concerne tout le monde et je pense qu'on est les seuls à le prendre en compte et à être prêts à investir ce qu'il faut pour que l'espace public soit accessible à toutes et tous, là où les autres listes, en tout cas sur notre droite, mettent en avant d'abord tous les freins possibles et imaginables aux questions de mobilité. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Améry Samblard, colistière de la liste Strasbourg Juste et Vivante, conduite par Jeanne Barséguian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cap sur l'accessibilité. Cap sur l'accessibilité. Maxime Basile. Après la colistière de Jeanne Barséguian, retrouvons à présent le colistier de Jean-Philippe Vetter, chargé de la thématique du handicap. Je suis au QG de campagne de Jean-Philippe Vetter, des Républicains, qui conduit la liste Aimer Strasbourg avec Kendrim Kazabaki. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes militant associatif et donc colistier sur cette liste. Tout à fait. Vous êtes en situation de handicap moteur, mais quel est l'état d'accessibilité de Strasbourg selon vous? Alors, Strasbourg, déjà, il faut savoir que c'est une capitale européenne avec Bruxelles. Et en tant que telle, si on veut comparer, il y a deux choses à comparer. Il y a tout ce qui est vieille ville et nouvelle ville. C'est-à-dire, moi je parle de l'accessibilité physique, tout ce qui est voirie et tout ça, et ERP. Là, on est déficitaire en termes d'accessibilité, c'est avec les quartiers, qui sont protégés, qui sont classés du coup patrimoine. C'est là où on heurte beaucoup avec les bâtis de France pour faire des travaux d'accessibilité physique. Ça, c'est un enjeu qui va être très, très, très
fort, si jamais on est amené à être au pouvoir avec la liste de Jean-Philippe Better, d'établir un dialogue avec Bâti de France pour voir comment est-ce qu'on pourrait intervenir dans ces ERP-là et dans ces bâtiments-là. Je précise que le château de Versailles, qui est aussi un monument historique et classé patrimoine, a été rendu entièrement accessible. Donc quand on veut, on peut y arriver. C'est ça ma moto. Et on peut revenir sur les autres services qui offre la ville. Les transports on est plutôt pas mal. On est à 100% accessibilité du tram, du réseau du tram. On est à plus de 90% de accessibilité sur les réseaux bus de l'Eurométropole. Et c'est un travail continu. Et on a aussi un petit couac au niveau du service de transport adapté. On n'y arrive pas à être très performant là-dedans parce que c'est un service qui est récemment pris par la CTS et qui est encore sur son mode d'essai par la CTS. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment un audit plus profond pour voir où est-ce qu'on peine, où sont nos difficultés et comment on pourrait faire pour les améliorer. Alors aujourd'hui, vous présentez avec cette liste pour essayer de remédier à certaines choses. Quelles sont vos propositions pour faciliter l'accessibilité, pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap à Strasbourg? Alors, moi, j'avais pensé, en tant que colistier et en charge du programme de handicap de la liste de M. Better, qu'on puisse, qui s'aligne aussi avec une décentralisation du pouvoir, c'est-à-dire avec des mairies de quartier et des adjoints de quartier, c'est que par rapport à ces quartiers-là, qu'on nomme un petit ambassadeur du handicap du quartier. Cet ambassadeur devra être soit lui-même en situation de handicap, soit concerné par le handicap, soit un membre de la famille de quelqu'un en situation de handicap. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est très important pour l'accessibilité que ces personnes-là aient un regard qui est critique sur l'accessibilité. Et cet regard critique peut avoir que seulement une personne qui est concernée par ces difficultés-là. Une personne lambda n'a jamais le regard qui peut avoir un usager d'un fauteuil, par exemple, ou un aidant familial, ou un aidant tout court. Voilà. Et nous, notamment, il faudra faire un diagnostic de la voirie, parce qu'on a certains endroits où les trottoirs ne sont pas descendus au niveau, sur les passages piétons. Alors, ils sont descendus techniquement, mais ils ne sont pas lisses. Et avec un fauteuil manuel, c'est un peu difficile. Donc, il y aura un diagnostic à faire sur ça. Il y aura un diagnostic à faire aussi sur, comme je vous ai dit tout à l'heure, le transport adapté. Pourquoi on n'arrive pas à être fonctionnel sur ça, alors que des villes comme Nancy et Eubès le font parfaitement bien. Également, on voudrait aussi voir sur les accessibilités des écoles primaires, du coup, qui sont issues de la responsabilité de la ville, ou si on a des bâtiments qui sont encore, du coup, vieux et protégés par un patrimoine, comment est-ce qu'on pourrait les rendre accessibles? Parce que souvent, les personnes en situation de handicap, les enfants en situation de handicap et en fauteuil sont amenés à aller dans une école qui est beaucoup plus loin que celle du quartier, justement à défaut d'accessibilité. Par rapport à ces cas que vous avez soulevés, par rapport notamment aux trottoirs, par rapport aux écoles, que fait, selon vous, la mairie? Est-ce que la situation a évolué depuis quelque temps ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, moi, ça fait 10 ans que j'œuvre dans ce milieu-là. Ça fait 10 ans que je suis en contact avec la mairie. Il y a certaines choses qui ont été faites, par exemple pour la culture, pour le FALC, le langage facile à lire et à comprendre. Et un peu moins sur les questions les plus techniques. Quand je dis plus techniques, c'est justement les activités des ERP dans les quartiers où ils sont protégés par la patrimoine française. Vous pensez que c'est dû du coup à la municipalité, à un manque de coopération avec les bâtiments de France, ou est-ce que c'est vraiment impossible?
Non, rien n'est impossible. Hein. Il faut quand même pas perdre l'espoir. Donc, moi, j'ai plutôt une tendance d'être optimiste dans la vie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bâtiments qui sont assez pratiquement qui sont réversibles avec une volonté. Donc, je pense qu'il y a juste un manque de dialogue, ou même un manque de méconnaissance du problème réel de la situation. Et je pense que si on a bien un dialogue, c'est notamment le cas avec les copropriétés. Quand un professionnel de santé veut s'installer sur une propriété privée et que la copropriété ne donne pas l'avis favorable pour faire des travaux d'activité sur cette copropriété-là, ben c'est là où aussi on empêche d'avoir des soins les plus proches de chez nous et accessibles. Donc là-dessus, il y a aussi quelque chose à faire, à mon avis. Essayer de faciliter ce dialogue-là et vraiment, plutôt sensibiliser la copropriété. C'est vraiment des travaux nécessaires et qu'ils ne sont pas là que pour les personnes sur le handicap, mais ils peuvent être là aussi pour une personne qui utilise un déambulateur pour marcher ou une personne avec une maman en poussette, une maman enceinte. En vrai, tous les aménagements qu'on fait pour les personnes en mobilité réduite servent aussi à pas mal d'autres personnes de la société civile. Pour moi, il sera très très important que chaque mesure, chaque service qui est mis en place, de m'assurer que ce côté handicap n'est pas exclu, quoi. Moi, ce que j'ai dit aussi à Jean-Philippe Vetter, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un prix qui se donne tous les ans au Accessibility Award par l'Union européenne. Et ils choisissent toujours une ville par an pour la possibilité des améliorations en termes d'activité. Et moi, je veux, peut-être pas, pour être plutôt réel, peut-être pas dans la première mandature, mais au moins dans la deuxième mandature, qu'on puisse décrocher ce titre-là, quoi. Et à Lyon, qui a déjà obtenu ce prix-là, en termes de ville française, il y a aussi Grenoble, il y a aussi Dublin. Moi, je trouve admirable de la part de Jean-Philippe Vetter qui a fait confiance à une personne qui est concernée, qui a milité pendant 10 ans. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut y arriver, vraiment, de faire des changements dans certains secteurs. Un secteur qui a beaucoup de marge d'amélioration, comme le handicap. Vous êtes strasbourgeois de base ou vous êtes arrivé à Strasbourg? Alors, je ne suis pas strasbourgeois de base. Je suis ni français de base. Je viens d'un petit pays qui s'appelle Kosovo, qui est dans les Balkans. Je suis arrivé à Strasbourg il y a à peu près 15 ans. J'ai fait mon master ici, en commerce électronique. Mais aujourd'hui, je me sens autant strasbourgeois que les personnes qui sont nées ici. Hein. J'adore cette ville, j'aimerais la voir progresser, j'aimerais la voir faire bon à vivre pour toutes les personnes, inclus ceux qui sont en handicap ou pas. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Vous êtes colistier de Jean-Philippe Vetter, candidat des Républicains qui conduit la liste Aimer Strasbourg. Merci à vous. Écoutons à présent le quotidien d'une citoyenne pas comme les autres sur un ton un peu moins académique, disons. Cap sur l'accessibilité. C'était pas prévu, mais j'ai retrouvé pour vous une vieille amie, hein, Mireille Lefleur. Elle est aussi vieille que amie, d'ailleurs. Bon, salut Mireille. Salut. Bon, normalement, c'était pas prévu que ce soit toi à cette place, mais c'est toi, on va en profiter. Il fait hyper beau, d'ailleurs, aujourd'hui. Très beau soleil à Strasbourg. Il fait toujours beau à Strasbourg. Pas toujours, tu sais. Alors, Mireille, je voudrais quand même, pendant que je t'ai sous la main, que tu me parles de l'accessibilité, parce que toi, tu es non-voyante. Oui. Donc, on ne t'a pas présenté, hein, Mireille est accordeuse, on sait ça qu'on dit, hein. Accordeuse de piano, oui. Dis-nous tout ce que tu fais, parce que je ne saurais pas m'en souvenir. Alors, bonjour à tous et merci à toi, Max, pour cette belle rencontre et puis pour ce moment passé ensemble. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un café. Oui. Et puis, elle boit un café. J'ai bois un café, d'ailleurs. Voilà. Et donc, j'habite à Strasbourg depuis 2015-16. J'habitais à Paris avant pour faire mon métier d'accordeuse de piano. Et à côté de ça, je fais pas mal d'autres activités. Je suis chef de chœur de la chorale inclusive En Plein Cœur, que je dirige à Strasbourg depuis 2017. Je suis aussi à l'initiative de la première équipe féminine de France de Cécifoot à Schiltigheim. Et aussi, je fais plein d'autres activités pour passer le temps, quoi. Pour passer le temps, elle est sur... chez nos confrères de BFM TV et de France 3 Alsace. Si vous voulez voir qui est Mireille Lefleur, regardez BFM TV Alsace.
BFM Alsace ou France 3 Alsace. Quand c'est pas sur l'une, c'est sur l'autre. Il y passe la journée. On a aussi eu la chance de faire le concours de la meilleure chorale de France l'année dernière. Et alors ? Donc on a représenté le Grand Est. C'était une expérience fort sympathique. Ma foi. Voilà. C'est merveilleux. Alors, Mireille, maintenant, l'accessibilité à Strasbourg aux personnes déficientes visuelles, comment c'est ? Alors, je dirais qu'on est assez gâtés sur Strasbourg. Depuis peu, je trouve qu'on est encore mieux parce que il y a eu beaucoup de piétonisation à Strasbourg depuis qu'il y a eu la maire Jeanne Barzéguian, du fait que c'est une maire écologiste et qu'elle a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de ruelles piétons. Donc nous, en tant que déficients visuels, ça nous aide quand même pas mal. On se sent plus en sécurité. Évidemment, il y a les vélos qui ont remplacé les voitures. Donc au niveau écologique, on va dire que c'est mieux. Mais c'est vrai qu'il y a un peu des vélos partout, mais il faut être un peu prudent. Mais sinon, à part ça, c'est très agréable de se déplacer à Strasbourg. Comment tu trouves le partage entre l'espace, entre les piétons, justement, les personnes soit en fauteuil, soit avec une canne blanche? Comment tu trouves le partage avec les vélos? Est-ce que les gens respectent leur partie de la voirie? Alors, ça dépend des endroits, on va dire. Ça dépend vraiment des endroits. Nous, maintenant, en tant que Strasbourgeois, on sait justement que les vélos sont assez présents. Donc, on sait qu'on doit faire attention aux vélos et surtout à la délimitation qu'il y a entre le trottoir qui départage donc le côté piéton et le côté vélo. Donc, on est vigilant par rapport à ça. Et puis après, ça se passe plus ou moins bien. Mais maintenant, que ce soit pour les voyants ou pour les non-voyants, le danger, il est quand même assez présent à partir du moment où il y a tous ces vélos et toutes les trottinettes. Et je pense que c'est un peu le problème des villes où il y a tout ce mode de transport. On va dire ça comme ça. Ouais. On va dire que c'est pas plus problématique, en tout cas pour moi, à Strasbourg qu'à Paris. S'il y avait quelque chose à améliorer, quelque chose à changer, quelque chose à transformer à Strasbourg, que ce soit dans la circulation des gens ou dans le fait de pouvoir aller dans des lieux de culture, etc., qu'est-ce que tu améliorerais, qu'est-ce que tu aurais à changer, toi, par exemple ? Alors, ce qui serait chouette, ce serait qu'on mette éventuellement des balises sonores, en fait, au niveau de tous les monuments ou dans tous les endroits qui sont un peu importants, culturels ou importants à Strasbourg, pour qu'on puisse se déplacer en autonomie. Ce que beaucoup de non-voyants font quand même sur Strasbourg, mais c'est vrai que parfois, ce qui est un peu difficile, c'est de trouver la porte au bon moment, tout ça, mais effectivement, je dirais bien de mettre un peu des balises sonores sur les endroits stratégiques de Strasbourg. Ensuite, le tramway soit peut-être un peu plus... alors, il est déjà assez accessible, mais on ait des synthèses vocales vraiment partout, dans tous les tramways, dans toutes les stations de tram. Ce qui arrive aussi souvent, c'est assez bête, mais en fait, quand les portes ne s'ouvrent pas automatiquement, ce qui est le cas à Strasbourg, ça arrive d'être planté sur le quai, quoi. Donc moi, ça m'est arrivé récemment. Je devais prendre le tram et puis je ne trouvais pas le bouton parce que la porte ne s'ouvre pas automatiquement. Et bien, le tram est parti et je suis restée sur le quai, voilà. Parce qu'en fait, effectivement, il faudrait arriver à savoir, à trouver un moyen pour indiquer où est le bouton. Oui, c'est ça, mais surtout que, en fait, pendant le Covid, c'était quelque chose qui était mis en œuvre, en fait, parce que en fait, on n'avait plus le droit de toucher les boutons, donc les portes s'ouvraient automatiquement à l'époque. Et du coup, après, avec les associations à Strasbourg, on a demandé à la CTS, donc c'est la RATP de Strasbourg, on va dire, on leur a demandé si c'était possible de garder ce système-là d'ouverture de porte automatique. Et ils n'ont pas voulu, et je ne sais pas comment ça se fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la possibilité d'avoir une télécommande qui ouvre ces portes ? Ah oui, c'est totalement possible, ouais. Ça, ce serait extra. Eh bien, écoute, Mireille, je ne vais pas retenir plus longtemps, parce qu'il faut que tu ailles sur BFM. Eh bien, je vais te libérer. Je te remercie, Mireille, d'avoir participé, de m'avoir rejoint pour ce podcast. Avec plaisir. Et salut. Allez, bisous, bye. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cet épisode. Mettons à présent le cap vers l'ouest, sur Rennes.
Mais comme vous le savez sans doute, pour aller de Strasbourg à Rennes, il faut toujours une escale à Paris. Alors à la prochaine, à Paris. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes et abonnez-vous pour ne rien y manquer.